Hello, I'm Bill Gates. And we are calling it iPhone. Attends, je veux causer de science avec les intellos. Salut à tous, je suis Jérôme Colombin. Bonjour à tous, je suis François Sorel et on est tellement content de vous retrouver pour ce nouveau numéro de... Chez Jérôme et François. Chez Jérôme et François, le podcast intimiste sur la tech. Vous êtes chez nous. C'est tellement beau. Imaginez-vous au coin du feu, sur un tapis de peau de bête, en train d'écouter Chez Jérôme et François. Je te resserre un verre, François ? Oui, vas-y, un long drink. Bon, et non mais sérieux, on est très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Et c'est vrai qu'on aime bien avec Jérôme prendre le temps de revenir un petit peu sur la tech de ces dernières semaines. Voilà, on vous raconte ce qui se passe devant les micros et derrière. Bon, on va parler cette semaine, François, on va parler des salons, salons de la tech qui reviennent. Exactement. Tu étais à Dubaï. J'étais à Dubaï. Tu as bronzé et tu es beau comme un tueux. Enfin, moyen. Hein. Donc tu vas nous parler un petit peu de tout cela. Et puis on évoquera aussi le grand retour du CES de Las Vegas qui visiblement est dans les viseurs là. Si tout va bien, du 5 au 8 janvier, il y aura un CES et on a plein de choses à vous dire là-dessus. Super. On va parler également de tech à la française. Oui. Car ces dernières semaines, pour nos médias respectifs, on a rencontré pas mal d'innovateurs français, ce qui vraiment nous fait toucher du doigt le fait qu'il y a des trucs géniaux qui se passent en France. Oui, et voilà. Et franchement, vous savez quoi ? Moi, j'ai pas honte de promouvoir la tech française, l'entrepreneuriat français, et j'ai plein de coups de cœur, notamment 2 grosses boîtes de e-santé qu'on vous présentera tout à l'heure, mais que vous connaissez. Génial. Et puis, à la fin, on vous racontera des petites choses très très personnelles. Oui, c'est vrai. Mais hyper personnelles. C'est ça, nos nouvelles chemises, etc. Voilà, et on vous parlera aussi d'un événement qu'on est en train de vous préparer sur 01 TV. Et cela dit, peut-être même qu'au moment où vous écoutez ce Chez Jérôme et François, cet événement sera en train de se dérouler. Mais donc, vous restez là. C'est la Labo Week, on peut le dire. On peut lâcher le morceau. C'est la Labo Week qu'on fait avec 01 Net, mais on va vous en parler tout à l'heure. À ne pas rater. De ce podcast. Jérôme, tu sais quoi ? C'est bien parce qu'on a l'impression qu'on sort quand même de cette période très longue de 18 mois où on était un peu cloîtré à la maison, dans la rue, dans notre pays. Là, ça y est, on commence à avoir la possibilité de rêver à reprendre le voyage, à ressortir. Et toi, justement, tu as vécu ça, tu as touché du doigt ce retour à la vie normale. Oui, j'ai renoué avec la vie normale, c'est vrai. Sérieux. J'ai pris un avion, je suis allé dans un autre pays. Non, mais surtout, tu es allé quand même loin. Alors, on a voyagé ces derniers mois. On pouvait sortir de notre pays pour aller en Europe. Mais là, tu es parti quand même à Dubaï. Oui, Dubaï. Oui, c'est 6000 km. 6000 km, tu te rends compte ? Mais c'est bien, c'est génial. Oui, c'est bien. Donc la vie reprend et Exactement. Les salons reprennent et tu étais au GITEX. Le GITEX, en effet, c'est un salon qui n'est pas très connu, il faut bien l'avouer, ici en France, et même au niveau mondial en tout cas. On connaît surtout le CES, on connaît Barcelone, etc. Mais le GITEX, c'est un très très gros truc. C'est vraiment le point de rendez-vous et l'événement tech de tout le... Alors c'est le monde arabe au sens très large. Proche-Orient, Moyen-Orient, Asie... Afrique également. Donc c'est vraiment un très très gros truc, le GITEX. Rappelle-toi, on était allé au GITEX. Je m'en souviens. Il y a 10 ans. Mais oui. Mais c'était pas le même. Non. Parce qu'il y a 2 GITEX. C'est ça. Il y a le GITEX sérieux où je suis allé cette année. C'est le GITEX Global qui est très B2B. C'est presque un peu moins fun que le CES, il y a moins de gadgets. Et puis, il y a l'autre, le GITEX Shopper, qui a lieu en décembre. Et c'est là qu'on était allés, nous. Je me souviens de ce GITEX Shopper. On était allés avec notre ami Jean-Pierre Le Calvez d'HP, qui nous avait fait découvrir ce truc-là. Il nous avait poussé en disant « Mais venez voir, c'est dingue !» Et en fait, c'est une espèce de foire à l'informatique. Enfin, il y a 10 ans, c'était comme ça. C'est et ça. On arrivait dans d'immenses hangars et tu te retrouvais avec des étals où tu pouvais acheter des ordis, mais on t'offrait
t'offrait un casque, on t'offrait une imprimante, et tu repartais avec d'énormes cartons. Oui, tu peux acheter. C'est un salon où vraiment tu peux acheter. Exactement. C'est plus une foire commerciale qu'un salon. Et tu fais de bonnes affaires parce que, en théorie, en achetant un ordi, tu te retrouves avec plein de produits gratuits en quelque sorte. Exactement. Alors là, le GITEX Global où moi je suis allé, c'est pas du tout la même chose. C'est beaucoup plus sérieux. Ça ressemble beaucoup plus au CES de Las Vegas. Il y a des grosses boîtes. Oui, il y a du Huawei. Il y a pas Samsung. Il y a des absents. Il y a pas Samsung. Il y a pas Google. Mais il y a Cisco. Il y a des gens comme ça. Il y a Avaya, une grosse boîte américaine qui fait de la communication inter-entreprise. Et il y a des choses intéressantes qui sont présentées, des solutions assez business. On parlait beaucoup de blockchain, d'intelligence artificielle. Donc c'était très B2B quand même. C'était très B2B, oui. On compare ça au CES, mais finalement le CES est beaucoup plus consumer. C'est consumer. Et voilà, c'est ça. Comme son nom l'indique. D'accord. Ouais. Donc c'est vraiment un salon B2B. Voilà. Mais j'imagine, comme toujours, dans le B2B, il y a des trucs qui peuvent nous intéresser, forcément. Exactement. En plus, il y avait un grand espace start-up avec beaucoup de start-up françaises. Ça, c'était intéressant. Le déplacement, ça c'est la bien. plus grosse délégation de start-up, plus de 40 start-up. Il y avait des trucs assez sympas. Bon, on en a parlé. Je suis venu t'en parler dans Tech & Co, etc. Oui. On va pas refaire tout le brief. Mais surtout, c'est intéressant aussi de voir cette ville complètement folle, Dubaï, qui est une ville... alors, c'est le Las Vegas du Proche-Orient. C'est surdimensionné, une architecture hallucinante. Oui, ils se lâchent là-bas, non ? Oui, Dubaï, on a un peu l'impression, si tu veux, que c'est le bac à sable de tous les architectes les plus fous de la Terre. Ah oui, tout est permis. Il y a de l'argent coule à flot. Burj Khalifa aussi, qui est magnifique. Burj Khalifa, 825 mètres de haut. C'est la tour la plus haute du monde. Ce sera bientôt plus la tour la plus haute du monde parce qu'il y a une rivalité et Abu Dhabi va faire une tour de 1 km de haut. C'est incroyable. C'est fou. C'est fou comme l'ego de certaines villes ou de certains maires, je ne sais pas quoi. C'est dingue. De certains émirs. C'est un émirat. C'est un émirat, en effet. Ouais. Mais bon, c'est quand même intéressant. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur Dubaï. C'est pas franchement non plus une terre. Les ouvriers. Si tu as de l'argent, ça va. Si tu es influenceur, ça va. Ouais, exactement. Mais si tu construis des immeubles, tu peux mourir, ça va. Si tu es ouvrier du bâtiment, chauffeur de taxi ou opposant politique, ça va beaucoup moins bien. C'est beaucoup moins bien. C'est sûr. Mais oui, qu'est-ce que tu veux ? Comment ça se passe ? Tiens, là-bas, le Covid, comment on vit le Covid à Dubaï ? Ça existe ? Oui, bien sûr que ça existe. On le vit de manière très stricte. Déjà, pour y aller, il faut que tu aies un test PCR positif, enfin négatif plutôt. Et ensuite, il y a des contrôles. C'est comme en France. Il y a le masque partout. Il y a énormément et sur le salon de GITEX, ce qui est intéressant parce que ça nous donne un petit avant-goût de ce qui va se passer au CES de Las Vegas. Tout le monde a le masque, évidemment, mais tu peux pas empêcher les contacts assez proches, malgré tout. Il y a une chose que je voulais te raconter à propos de Dubaï, qui, moi, m'a frappé. Alors, je pense que c'est la première fois que je vais dans un pays étranger et je ne tire pas de devise. Je n'ai à aucun moment utilisé des espèces ou de la monnaie locales. D'accord. Parce que tu peux absolument tout payer en carte bancaire ou en l'occurrence en sans contact. Donc, j'ai tout payé avec ma montre, avec de l'Apple Pay, et puis derrière avec... Alors, il faut faire attention suivant la banque que tu as, parce que les banques traditionnelles, elles te prélèvent au maximum. Mais tu sais, avec les néobanques, Revolut et autres, tu n'as pas de frais comme ça. Donc, néobanque plus Apple Pay, impeccable, génial. Et je me suis dit, alors, on a ça aussi en France, le paiement sans contact, etc. Mais là, c'est vraiment partout, la moindre petite dépense. Mais il y a quand même une chose ça m'a posé un problème à un moment. Je vais te raconter ça vite fait. J'étais dans un taxi, un type super sympa, un jeune Pakistanais de 25 ans, et qui me raconte un peu sa vie, qui n'était pas très drôle. Il travaille 14 heures par jour, 7 jours par semaine, et il vit dans une pièce à 15 personnes, une petite chambre, etc. On a des conditions inimaginables. Ouais, le Dubaï qu'on cache, quoi. Exactement. Et assez sympa. Il fait des stops un petit peu pour que je puisse prendre quelques photos, etc. Et à la fin, on arrive à l'hôtel et vraiment, il était évident que j'allais lui laisser un gros pourboire. Et naïvement, j'ai dit, bon, je peux charger la carte. Ah non, c'est pas possible. Donc, j'ai pas pu. Et je n'avais pas d'espèces. Et là, pour la première fois, je me suis dit, mince.
Eh bien, C'est-à-dire que tu ne pouvais pas lui donner d'espèces. Je ne pouvais pas lui donner de pourboire parce que j'avais pas d'argent C'est ça, local. d'accord. Exactement. J'étais pris à mon propre piège d'argent numérique. Mais c'est le problème des pourboires. Alors, on sait que petit à petit, tu vois, quand on va aux US, tu peux choisir le montant des pourboires que tu donnes via ta carte. Dans le taxi, tout à fait. Ouais, mais là je pouvais pas. visiblement, à Dubaï, il n'y a pas ça. Et C'est vraiment dommage. Et c'est là que je me suis dit, en fait, le cash ne disparaîtra jamais. Et puis après, alors... Tu aurais pu peut-être lui faire un virement PayPal, tiens. Ouais, j'ai pas pensé. Après, tu sais, tout va très vite dans ce genre de choses. Et au même moment, je te jure que c'est vrai, il y a une jeune femme qui est rentrée dans l'hôtel. Je pense qu'elle allait travailler, tu vois, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, voilà, oui. à forte poitrine et tenue très affriolante. Et je me suis dit, tiens, pour ce genre de commerce aussi, ça va peut-être poser problème si un jour il n'y a plus de cash. Peut-être pas, tu sais. Peut-être pas. On va payer sans contact, tu paieras les sans prostituées, etc. Mais attends, regarde, aujourd'hui tu payes tout via PayPal, via Lydia. Alors Lydia, je ne sais pas si ça existe à Dubaï, mais tu dois avoir des trucs comme ça, je pense. Ouais. Bon. Enfin voilà. Là, je me suis dit, moi limite... qui suis très sans contact, mince, c'est la limite du truc. La limite des espèces, c'est clair, c'est vrai. Voilà pour le GITEX. Bon, alors le GITEX, voilà, c'est le premier salon du Nouveau Monde, en quelque sorte, après cette longue période de Covid. Alors, on en a eu d'autres, je dis une bêtise, parce qu'il y avait le Vivatech aussi, en juin dernier. Mais là, premier salon international. Et tu sais quoi, Jérôme? On est en train de préparer, pour tout vous dire, vous qui nous écoutez, eh bien, le CES de Las Vegas. Mais c'est pas facile. Franchement, je peux vous le dire, c'est pas facile. Parce que d'habitude, pour nous, qui nous déplaçons avec un studio télé, avec pas mal de monde, etc., c'est un événement qu'on prépare bien en avance. Bien sûr. Le CES, on évoque ça au début de l'été, en fait. Et à la rentrée, c'est bouclé. Là, voilà, on est quoi? On est fin octobre, début novembre. Et c'est pas bouclé. Alors, c'est quasi bouclé. On sera au CES. Mais si tu veux, ça te donne une pression parce que c'est dans 2 mois, parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer, etc. Et parce qu'il faut qu'on puisse faire des émissions sur place, Bien etc. sûr. Donc, il y a plein de trucs à organiser. Voilà, et puis maintenant que je suis sur BFM Business, il faut avoir un niveau de qualité quand même assez élevé pour pouvoir être diffusé à la radio, à la télé, tu vois. Alors, à l'époque, on faisait vraiment de super trucs avec 01 TV, mais si tu veux, on met toujours la barre un petit peu plus haute. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Gary Shapiro, ton ami Gary Shapiro. Oui, mon grand ami Gary. Qui est le patron du CES. Il est venu pour le CES Unveil. Exactement. Pour dire c'est formidable, la France c'est formidable. Voilà, les startups françaises, etc. etc. Mais j'ai eu la chance de l'avoir sur le plateau de Tech & Co. C'était très intéressant. Il nous expliquait que, bon, voilà, le CES 2021, donc, qui s'est déroulé en digital, a eu un demi-succès, mais voilà, ils s'en doutaient, mais c'était important malgré tout de garder ce rendez-vous. Et ils attendent beaucoup de ce salon 2022. Et pour eux, il aura lieu vaccination, donc obligation de vaccination. Cela dit, pour entrer aux États-Unis, tu es obligé d'être vacciné. Donc à partir de ce moment-là, tu peux aller au CES. Exactement. Je lui ai demandé aussi, mais quelles seraient les mesures sanitaires? Alors il a dit, on va essayer il y aura moins de stands déjà. Alors au moment où j'ai réalisé l'interview, il nous disait qu'il y aurait 1100 exhibiteurs, quoi, les exposants. Mm-hmm. Et là, on est déjà à 1400. C'est-à-dire qu'en une semaine, tu te rends compte que là, tout le monde s'excite, tout le milieu de la tech s'excite. Et j'ai l'impression qu'il y a une accélération concernant le CES d'un coup. Ouais. C'est assez intéressant. Sur le tard. Voilà. Et donc, ils vont pousser, si tu veux, les allées. Ils vont faire des allées plus grandes pour que les gens puissent passer. Il y aura moins de monde. Ça veut dire des stands plus petits, non? Alors, je sais pas. Écoute, tu sais quoi? On sera là-bas. Il y a de la place. On sera là-bas. Et il me tarde de vous raconter un peu comment un CES, qui est un salon gigantesque, vit à l'ère post-Covid, en fait. Alors qu'on sait, toi et moi, que c'est un réservoir de virus, le CES, Jérôme. On le sait. Combien de fois on est revenu du CES avec des grippes, des machins. Je pense qu'il y a la clim qui fait beaucoup aussi, les chauds froids, etc. Oui, mais tu sais, voilà, on se retrouve à plusieurs milliers de personnes comme ça, et à l'époque, on n'avait pas les masques, donc enfin voilà. Donc ça va être intéressant de voir comment tout ça reprend, et on a hâte de vous retrouver pour ce CES. Alors on va continuer chez Jérôme et François avec une espèce de petit cri du cœur, ou en tout cas un élan de sympathie qu'on a eu, c'est marrant, chacun de notre côté ces dernières semaines, par rapport à la tech française. La tech française va super bien. On le voit avec les levées de fonds notamment, de toutes les startups, les licornes qui sont de plus en plus nombreuses. Mais c'est aussi des choses qu'on peut vraiment toucher du doigt de manière très concrète avec des innovations
super intéressantes. Toi, tu as reçu notamment deux grands chefs de file. Oui, chef de file de la e-santé. Alors, tu sais, tous les soirs dans Tech & Co, j'ai la chance de rencontrer évidemment des startups de tout niveau, dans divers domaines, etc. Et là, cette semaine, je me suis intéressé à la e-santé et j'ai eu quand même 2 acteurs importants. D'un côté, WeThings, qu'on connaît depuis des années. Oui, WeThings, les montres connectées, tout ça. Créé en 2008 par Fred Potter, par Cédric Hutching et donc par Eric Carrel, qui était mon invité. Et on revenait un petit peu sur en fait, l'essor de l'objet connecté. Je ne sais pas si tu te souviens du pèse-personne connecté WeThings, le premier. J'en ai 2 à la maison. Il était sorti en 2009, tu te rends compte ? 2009, donc ça fait 12 ans. Wow. Et il a beaucoup évolué et voilà, c'était je me souviens, Cédric Hutchings était venu me présenter le tout premier modèle. Je travaillais à France Info à l'époque et c'était complètement révolutionnaire, un pèse-personne connecté. Mais bien sûr, et regarde, ils ont carrément ouvert une brèche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui toutes les grandes marques de pèse-personne font des pèse-personnes connectés, mais c'est eux qui ont eu l'idée. Et à l'époque, on les prenait pour des fous, ces gens-là. Mais comment ça, vous faites un pèse-personne connecté, ça n'a aucun sens, etc. Et Eric Carrel me disait... Ça coûtait plus cher aussi. Ça coûtait plus cher, et effectivement. Mais Eric Carrel me disait que, en fait, ils avançaient sans trop savoir où ils allaient. C'est assez intéressant. Qui déroulaient une espèce de bobine de fil à chaque fois. Ils savaient pas trop où ça allait, mais ils voyaient que ça accrochait. Et il disait que, en fait, le pèse-personne connecté a redonné une espèce de noblesse au poids, parce que avant, tu posais sur ta balance, tu avais un poids qui apparaissait, et avec donc WeThings, tu pouvais avoir des courbes. Ah, ouais. Et les courbes, c'était quelque chose qui était beaucoup plus accepté, en fait, parce que c'est anxiogène, la courbe le poids, finalement. On n'en parle et pas. Là, le fait d'avoir... Il y a des périodes où je me pèse pas, carrément. Ben voilà, c'est ça. Pareil, présent, moi aussi. Et donc, voilà, et tout ça, c'était très intéressant. Et on a parlé, évidemment, de toute l'évolution des projets de WeThings. Ils vont annoncer, d'ailleurs, on parlait du CES de Las Vegas, beaucoup de nouveautés. Et coup sur coup, le lendemain, je reçois le patron de Barracuda, Thomas Serval, un mec aussi hyper intéressant. Qu'on connaît depuis des années. Évidemment. Et lui, il nous disait, voilà, nous, c'est notre truc maintenant, c'est la salle de bain. Voilà, la salle de bain connectée. Et ce qui est génial, c'est que eux, ils imaginent que la salle de bain va devenir un mini laboratoire médical. Et moi, je trouve ça incroyable. Voilà. Et dans 5 ans, 10 ans, on dira, putain, ils avaient raison, ils avaient tout compris avant les autres. Mais etc. bien sûr. Ouais. Alors c'est super, c'est vrai qu'il y a des idées géniales, il y a des ingénieurs au top en France, mais il y a quand même souvent ce truc du j'étais là trop tôt ou j'ai pas su vendre mon invention. Typiquement, c'est aussi l'histoire de Nabastag, le lapin Nabastag qui d'ailleurs essaie de revenir encore une nouvelle fois. On en parlait dans 01 Hebdo. On en parlait dans 01 Hebdo, mais c'est toujours ce truc, les Français font des super produits, mais ils savent pas les vendre quand on est une nation d'ingénieurs et pas de commerciaux et de marketeurs. Ouais, c'est ça. Parce que quand tu prends une boîte comme WeThings qui aujourd'hui fait des produits, la ScanWatch et du niveau d'une Apple Watch, alors que c'est une innovation française. Et Eric Carrel me disait qu'il recevait des mails de porteurs de montres qui le remerciaient parce que grâce à cette montre, ça leur a sauvé la vie. C'est tu génial. te rends compte ? Quand tu es un patron comme ça, un entrepreneur, et que tu reçois des mails de gens qui disent grâce à votre technologie, vous m'avez sauvé la vie. Là, tu sens à quel point c'est utile. Mais voilà. Mais, tu vois, je reviens juste sur la différence peut-être de mentalité entre les Français et les Américains principalement. C'est vrai que, regarde, on le voit au CES ou ailleurs sur les grands salons, les Américains, une vague idée, un PowerPoint foireux, ils t'en font des tonnes et ils arrivent même à lever des millions. Nous... et derrière, souvent, t'as rien. C'est du fake it until you make it. Oui, c'est ça. Fais semblant on vend n'importe quoi jusqu'à ce que ça existe, en fait. Exactement. Et les Français, c'est tout le contraire. On creuse le sujet à fond. On essaye d'avoir l'assentiment de nos pairs. Il faut que ce soit reconnu par la communauté, par les autres qui viennent, qui te disent c'est bien. Qui te soutiennent. Et à ce moment-là, on se dit, écoutez, on va peut-être essayer de passer à la partie commerciale. Sauf qu'entre-temps, les mecs, ils sont déjà partis de l'autre côté. Et voilà. Et puis tout le monde leur a piqué l'idée parce qu'ils ont raconté ça à tout le monde. Ça dit une idée, c'est pas grand-chose. Après, il faut l'implémenter l'idée. C'est ça le plus dur. Enfin bref, tout ça pour vous dire que voilà, la tech française est très intéressante et franchement, alors on la connaissait cette tech française parce qu'on a Village Startup, on rencontrait beaucoup de startups, mais moi au quotidien, je rencontre des entrepreneurs de tout niveau, dans tous les domaines qui sont fascinants. Et je me dis qu'on vit dans un beau pays. Alors ça fait un peu, tu vois, patriote, etc. Mais je pense qu'on ne le dit pas assez et il faut marquer le coup quand même. On a
on est sur une terre d'ingénieurs, on est sur une terre d'entrepreneurs. Alors effectivement, tout n'est pas parfait, on râle, on gueule, etc. Mais on a un vrai savoir-faire. Et je trouve ça super. Mais voilà. Ce qu'il faut, c'est que surtout que ces gens-là puissent avoir les moyens de mener à bien leurs projets, y compris et leurs entreprises et leurs produits, et qu'ils ne soient pas obligés de partir à l'étranger, parce que c'est plus facile de lever des fonds dans la Silicon Valley que dans le Silicon Sentier. Et voilà, mais ça a beaucoup changé. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, la BPI, etc. Les financements ont vachement évolué, mais on a quand même encore un peu de mal, quoi. Ouais, et puis je pense que ils savent pas se mettre en avant, ces gens-là. Non, ils savent pas se mettre en avant. Mais c'est ça, il y a une pudeur. Il y a une pudeur. Encore une fois, un autre exemple, tu vois, on n'avait même pas prévu, mais j'y pense là. J'ai reçu le patron de Pradeo. Alors, tu connais pas Pradeo, j'imagine. Ça me dit quelque chose, ouais. Bon, c'est une boîte qui est spécialisée dans la cybersécurité. Ils sont à Montpellier, etc. Bon, ils cartonnent. Ils vendent leurs solutions. En fait, ils protègent tes téléphones avec comme des espèces de super antivirus. En fait, je schématise. Hein. Eh bien, finalement, tu les connais pas beaucoup, en tout cas beaucoup moins que les grosses entreprises de sécurité comme les Z, les McAfee, etc. Ils ont passé un accord avec Samsung, d'accord ? Pour que Samsung s'associe à une boîte comme ça, tu imagines un petit peu quand même, parce que on connaît le degré d'exigence des Coréens, eh bien voilà, ils ont passé un accord avec eux et ils vont équiper tous les smartphones Samsung pour les professionnels de leur solution Pradeo. Ils sont à Montpellier, c'est formidable. Ils vendent leur solution partout et c'est génial, tu vois. Mais c'est du B2B aussi, donc forcément c'est moins visible, c'est un peu sous le radar. Ouais, mais qui te dit, je posais la question au patron de Pradeo, il me dit oui, mais vous savez, aujourd'hui on est B2B, mais demain, sur votre iPhone ou sur votre téléphone Android, vous devriez avoir une solution comme ça aussi. Ouais. Parce que les menaces sont les mêmes, hein. Non, bien sûr. Mais c'est vrai que il me parlait de Pegasus. Il me disait, nous, on arrivait à contrer Pegasus, justement, avec notre système. Et Pegasus, c'était pour les entreprises, mais aussi pour des téléphones personnels. Hein. Enfin, c'était très intéressant. Mais cela dit, un dernier mot peut-être là-dessus. Il y a quand même le discours change, le discours dominant change, et on est beaucoup plus aujourd'hui dans justement la reconnaissance du savoir-faire français. Il y a, par exemple, il y a quelqu'un comme Tariq Krim que j'ai interviewé pour mon podcast Monde Numérique, qui a un discours hyper volontariste pour les entreprises françaises. Alors lui, c'est plus par rapport au cloud. Hein. Tu as suivi toutes ces histoires de cloud, les associations avec Google, Microsoft. Ça fait hurler les Français qui font du cloud en disant mais pourquoi vous allez vous associer avec les GAFA, avec tous les risques que ça comprend, que ça comporte, faisons des choses en France. Eh bien, Tariq Krim, lui, il est parmi ceux qui disent mais oui, il faut... C'est vrai qu'on est en retard sur certaines choses, mais en mettant en commun toutes les forces qui existent, on a vraiment moyen de rivaliser. Bon, ben voilà, chez Jérôme et François, on est ravis d'être là comme tous les mois. Jérôme, il y a un gros paquet sur ton bureau, là, 01net. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Eh oui, c'est un paquet qui est arrivé ce matin. Mais t'es tout content depuis tout à l'heure, t'as la banane, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Je suis comme un fou, j'ai un peu craqué. Il y a 3 jours. J'ai peur. Il y a 3 jours, j'ai sorti la carte bancaire et je me suis commandé un MacBook Pro. Le nouveau MacBook Pro ? Le M1. Le nouveau M1, le M1 Pro. Le Max, le Pro ou le Max ? Non, le Pro. Non, je fais raisonnable. Soyons raisonnables. Oui. Bon, non, mais je me suis pris un petit... Le 14, le 16 pouces, c'est quoi le 14 pouces, le 14 pouces. Non, j'ai fait très modeste. 14 pouces. Oui, très modeste. Et je suis comme un fou, mais j'ai pas du tout... Je peux pas t'en parler, j'ai pas essayé. Attends, je l'ai pesé, j'ai comparé avec l'ancien, il fait 200 grammes de plus. Ça, c'est pas la bonne nouvelle. Il est un peu plus gros aussi. Il est un petit peu plus gros. Ouais. Mais l'écran, c'est un truc de fou. Et là, j'ai hâte qu'on ait terminé le podcast. Je vais aller le configurer. Et je peux vous dire une chose, c'est que Jérôme, ce week-end, va me bombarder de SMS et de photos en me disant « Regarde et tout, et ça, c'est trop top, t'as vu ?» voilà, etc. On est comme des gamins. Mais c'est un outil de travail. Hein. Faut quand même évidemment. C'est d'abord un outil de travail, mais j'y passe des heures et des heures chaque jour. Donc, tu sais quoi ? Alors, ton engagement, le mois prochain, c'est de nous dire ce que tu penses de ton nouveau MacBook. Ouais, par exemple. Ouais, bien sûr. Petite révolution, ce MacBook, entre parenthèses. C'est une vraie rupture du côté de chez Apple. Et alors, moi, je voulais vous parler d'un truc un peu moins personnel, mais qui nous tient à cœur, parce que, évidemment, avec Jérôme, on est au cœur de ce truc-là, c'est la Labo Week. Et oui. Alors, si vous nous écoutez avant le 1er novembre, eh bien, vous ne connaissez pas. Mais si vous nous écoutez après le 1er novembre, vous connaissez peut-être, parce que c'est notre grand rendez-vous qu'on vous propose depuis quelques années déjà, à la même période, juste avant le Black Friday. Et en fait, l'idée, c'est que la rédaction de 01net, le Labo Fnac s'associent
se mobilisent pour élire les meilleurs produits high-tech de l'année et vous conseiller dans l'achat de vos produits high-tech. Parce que c'est vrai que c'est la jungle. Hein. Tu vas acheter une télé aujourd'hui, comment t'y retrouver dans toutes ces références perdu, hein. Qu'est-ce que tu te prends, l'OLED, le QLED, le 8K, le 4K, l'Ambilight, enfin, quel système connecté aussi prendre dans une télé, tu vois. Ouais. Et en fait, on fait un point sur toutes les technos. La télé, les PC, l'audio, les objets connectés, les smartphones, bien sûr. Bien et sûr. tous les jours, on vous fait une heure spéciale avec les journalistes de la rédaction, avec un spécialiste. Voilà, on ne de sera la pas tout seul, Fnac. c'est ça qu'il faut dire. Non, on aura quand voilà. même. Il y aura des personnes qui répondront à nos questions. Et voilà, c'est un rendez-vous important. En plus, le vendredi, la cérémonie des 01net Fnac Darty Awards. On sera en direct sur 01 TV à partir de 19h, donc vendredi 5. Et là, on remettra Notez ça. les lauréats aux grandes marques qui seront numéro 1 du classement des produits. Alors, il y a 10 classements, hein, il y a 10 catégories de produits. Il y aura aussi une catégorie développement durable cette année. Voilà. Très bien. Intéressant. Donc, Labo Week, sur 01net, sur 01 TV, la chaîne, bien sûr, sur 01net.com, sur YouTube, etc., partout. Vous ne pouvez pas passer à côté. Mais non. Et surtout que c'est vrai que la période s'y prête, puisqu'on s'approche évidemment de Noël, et c'est traditionnellement le moment où on va changer de smartphone, Et oui, de puis téléviseur. il y a le Black Friday bientôt, il y a peut-être de bonnes affaires à faire, tu vois. Donc voilà, quelle télé choisir, quel PC choisir, etc., etc. Exactement. Bon, donc ce qui veut dire qu'on a encore du boulot pour aller préparer un peu les émissions, là. Et j'en ai bien peur. Donc on va être obligé de vous laisser. Ouais. Mais merci d'avoir passé ce petit moment avec nous. C'est toujours un vrai plaisir que de vous parler dans votre oreille. Voilà. C'est sympa le podcast. Hein. Oui, c'est trop bien. C'est trop bien. François, on te retrouve tous les soirs sur Tech & Co, Oui. sur BFM Business, dans Tech & Co, du lundi au jeudi. Et puis la rediff sur 01 TV à partir de 22h tous les soirs. Avec tous ces invités prestigieux que tu Et avec reçois des tous les bouts soirs. de Jérôme Colombin dedans parfois. Quelquefois, je viens te dire bonjour, en Mais effet. oui, ouais, ça, c'est ça, trop cool. Tout à fait. Exactement. Et puis évidemment 01 Hebdo sur 01 TV, vous le savez, avec tous nos rendez-vous. Merci de nous avoir suivis, portez-vous bien, n'hésitez pas à liker le podcast, à dire que vous aimez ça, à nous laisser des petits commentaires sur les agrégateurs de podcasts, vous savez c'est important, voilà, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas, criez-le haut et fort. Bon, non mais sinon, écoutez aussi Monde Numérique chaque samedi. Mais oui, mon numérique. Voilà. Bon, portez-vous bien Et à très vite. et au mois prochain. Salut.